Le prince et la fille du meunier. Résumé. Après avoir été sauvé des eaux tumultueuses dans lesquelles il cherchait à se désaltérer, le prince Frédéric invite la jeune fille qui l'a aidé à s'en sortir dans son palais ducal. Subjugué par son courage et sa modestie, hanté par son souvenir, il lui confie sa gratitude et son éternelle reconnaissance. Sa mère, Judith Berthe de Hohenstaufen, la nomme dame de compagnie. Ludmilla accepte cette proposition. Le prince, quant à lui, semble tomber sous le charme et souhaite la connaître davantage. Lorsqu'ils furent de retour à Bouxières-aux-Dames, Émeric se décida à se libérer d'un lourd secret qu'il avait gardé en lui depuis tant d'années et se livra à sa fille en ces mots. Ludmilla, ma fille, je voudrais que tu saches la vérité sur ta vie. Un jour, alors que tu étais encore une toute petite enfant, tu me fus confiée par l'abbesse de la montagne sacrée. En fait, tu n'es pas ma fille. Tu es de sang noble, mon enfant. Ton père s'appelle Miesco III le Vieux, de la dynastie des Piastes, et il est duc de la Grande Pologne. Et ta maman s'appelle Élisabeth d'Arpad, princesse de Hongrie, fille du roi Béla II. Ton vrai prénom est Wierzchoslava Ludmilla. Tu es leur seconde fille et la quatrième enfant de cette famille noble. Ton père fut contraint de te cacher en Lorraine pour protéger ta vie, car ta mère est décédée alors que tu étais encore tout petit bébé. Et la seconde femme de ton père avait songé t'abandonner par on ne sait quelle jalousie, ma pauvre enfant. C'est ainsi que tu es devenue ma fille, que j'ai tant désirée avec ma femme, que tu n'as pas connue également, et qui est morte alors qu'elle mettait au monde notre premier enfant mort-né, peu de semaines avant que tu arrives chez moi. Dans un premier temps, Ludmilla fut littéralement sous le choc d'une telle nouvelle si longtemps gardée en secret et faillit s'évanouir. Mais elle se reprit bien vite et en bonne fille reconnaissante envers ce père qu'elle avait considéré toute sa vie, se serra fort, très fort contre lui. Tous les deux restèrent un long moment dans cette étreinte, en laissant échapper de leurs yeux de chaudes larmes de tendresse et de compréhension. Cette histoire vint bien vite aux oreilles de toute la cour de la cité ducale de Nancy, et le prince Frédéric comprit avec émoi que cette petite meunière avait en fait quelque chose de très puissant en elle, puisque de sang noble et royal. Il comprit que son amour envers elle avait eu un effet magique, mais aussi fantastique, et pour le coup empli d'un grand mystère inexplicable. Les jours passèrent, et l'évidente noblesse de Ludmilla se manifesta encore davantage à la cour. La duchesse mère, Judith Berthe, était une maîtresse sage et bienveillante. Elle prit soin de guider la jeune duchesse dans les coutumes de la cour, les arts de la danse et des lettres. Mais bien vite, Ludmilla se retrouva aux côtés du prince Frédéric et, plus que jamais, leurs regards se croisant sans cesse, comme si le destin les avait réunis dans un seul et même souffle. Leurs cœurs s'unirent au fil des mois, et bientôt, la cour tout entière chuchotait au sujet de leur amour naissant. Les rires résonnaient dans les jardins du château, et les conversations des nobles se faisaient plus légères lorsqu'ils apercevaient Ludmilla et le prince Frédéric ensemble, aussi complices que deux âmes sœurs. Il fut bientôt question de fiançailles, et le prince Frédéric, avec un éclat dans ses yeux, reflet de la profondeur de son amour, épris et décidé, demanda la main de Ludmilla à son père Émeric. Ce dernier fut convié dans la capitale ducale pour cet événement devant toute la cour. Le mariage fut célébré beaucoup plus tard, avec faste et joie, comme vous pouvez vous l'imaginer, non seulement comme l'union de deux cœurs, mais aussi comme celle de deux mondes, celui de l'humilité et celui de la grandeur. Quant à Émeric le meunier,
Il fut récompensé comme il se doit par les dames chanoinesses de Buxière-aux-Dames pour la discrétion qu'il avait observée et le secret qu'il avait gardé envers sa fille durant toutes ces années. Les nonnes lui offrirent une terre fertile ainsi que des fonds pour agrandir les 2 moulins du chapitre. Mais Émeric ne chercha jamais la gloire, et il revint souvent le long des rives de la rivière, tout près du pont, où sa fille, devenue duchesse, revenait parfois lui rendre visite, sous les saules et les tilleuls, témoins de sa sagesse et surtout de sa modestie. Ainsi se termina l'histoire qui changea le destin du meunier Émeric et de sa courageuse fille Ludmilla, mais aussi celui de tout un duché. Et de génération en génération, sur notre montagne sacrée et dans les chaumières, on raconta encore longtemps l'histoire d'une fille humble de cœur, qui avait sauvé un prince et qui, en retour, trouva un amour plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer un jour. Quant à Ludmilla, elle reprit son vrai prénom, ainsi que son nom de famille, Piast. Elle connut un jour son père biologique avant qu'il ne meure, en l'occurrence le grand Mieszko III dit le Vieux, et sachez encore que l'amour entre le duc Ferru Ier et sa duchesse, Wieczlaska Ludmilla Piast, fut si grand qu'ils n'eurent pas moins de 13 enfants, et parmi eux, leur successeur, en l'occurrence, leur fils Ferry II, qui fut duc de Lorraine de 1206 jusqu'à sa mort en 1213. J'espère que cette légende oubliée que je viens de remettre au goût du jour vous a tenu en haleine pendant tous ces chapitres et que vous pourrez raconter un jour cette belle histoire à vos enfants ou vos petits-enfants, afin qu'elle perdure encore longtemps dans le temps. Mais au-delà de cette tradition orale, bien de chez nous, vous devez comprendre que pour mener une enquête rigoureuse et précise concernant l'histoire de notre belle commune millénaire, les recherches et les investigations peuvent nous amener à éclairer certaines énigmes en totalité ou en partie. Retenez surtout, Bouxiéroises et Bouxiérois, qu'il existe bien d'autres repères cachés sur notre montagne, qui fut consacrée un jour à la Vierge Marie. Les indices et les clés de ces mystères sont à chercher dans des livres anciens, les archives municipales ou nationales, dans les rues de notre village, dans les sous-sols de nos vieux bâtiments encore existants, parfois à la lueur d'une bougie ou au cœur de la nuit, en recoupant les documents, les archives, les témoignages.